Mercredi 9 juillet 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, les résultats des analyses effectuées à l'étranger concernant l'affaire d'empoisonnement survenue à Mbouimalaz sont désormais disponibles. Selon le directeur général des services de la santé publique au sein du ministère de la Santé publique, les tests ont révélé la présence d'une substance extrêmement toxique, inhabituelle à l'alimentation et absente naturellement dans le corps humain. De son côté, le procureur général de la République a confirmé qu'il s'agissait bien d'un empoisonnement et que l'enquête suit son cours. Les prélèvements effectués sur les personnes victimes de l'empoisonnement alimentaire à Mbouimalaz ont été envoyés en France pour des analyses toxicologiques. Il s'agissait d'échantillons de sang et de résidus alimentaires retrouvés dans l'estomac des patients. Les résultats sont revenus 3 semaines après leur envoi, ce qui est conforme au délai habituel, c'est-à-dire entre 3 et 6 semaines pour ce type d'analyse à l'étranger. Les résultats révélés aujourd'hui confirment la présence d'un agent toxique extrêmement puissant, non utilisé dans les aliments et anormal dans le corps. Une fois introduite dans l'organisme, cette substance provoque des symptômes similaires à ceux observés chez les patients admis à l'hôpital Ajiara. Ce rapport d'analyse provenant de France corrobore les résultats des examens effectués localement, confirmant bien qu'il s'agit d'un acte d'empoisonnement selon les déclarations du procureur de la République, Narinjar Naval Naragutinian. L'enquête judiciaire est donc toujours en cours, menée conjointement par les autorités judiciaires et les forces de l'ordre. Les résultats des tests réalisés à l'étranger ont été transmis hier en fin d'après-midi au tribunal d'Anous. Également dans l'actualité de ce jour, face à la grève lancée par le principal syndicat de l'Adjirama, l'État a émis un ordre de réquisition imposant aux employés de poursuivre leur travail. En effet, l'approvisionnement en électricité et en eau est considéré comme un service essentiel pour la population et ne doit être en aucun cas être interrompu, même en période de grève. Le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures a donc ordonné au directeur général de cette entreprise publique de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la continuité des services. Reportage. Depuis ce matin, les employés de l'Adjirama ont entamé une grève générale pour contester la réforme du statut de l'entreprise publique. Ils demandent des explications claires concernant cette réforme. Une réunion avait déjà été prévue hier entre les syndicats et le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. Ce dernier a affirmé lors d'une conférence de presse nocturne que les représentants des travailleurs ne s'y sont pas présentés. Il a également précisé que le nouveau statut de l'entreprise ne prévoit ni licenciement ni privatisation de l'Adjirama. Le ministre a rappelé que l'Adjirama assure un service public essentiel à la vie quotidienne de la population. Il existe des lois encadrant le droit de grève, notamment l'obligation de dépôt d'un préavis de grève. Ce matin, le gouvernement a publié une note ordonnant formellement à l'Adjirama d'assurer ses services à travers un ordre de réquisition. Ce type de mesure est appliqué en cas d'urgence ou de situation menaçant la vie publique, notamment dans le domaine de l'approvisionnement en eau et en électricité. La note enjoint le directeur général à prendre les dispositions nécessaires en cas de refus d'obéissance des employés. Plusieurs sanctions pourraient être envisagées, étant donné que l'Adjirama, en tant qu'entreprise publique de services essentiels, est tenue de maintenir un service minimum en toutes circonstances. Et suite aux nombreuses réunions avec le président de la République, Anjrazouel, au cours desquelles des directives claires et strictes ont été données concernant l'assistance multisectorielle à apporter à la population du district d'Ikung, le Premier ministre, chef du gouvernement Christian Tsai, a présidé ce matin une réunion de coordination à cet effet dans les locaux du BNGRC à Antanmour. La rencontre s'est principalement axée sur le renforcement de la lutte contre le paludisme et la mise en place d'une aide alimentaire pour les populations locales. Des membres du gouvernement ainsi que des hauts responsables issus de différentes entités civiles et militaires impliqués directement dans ce plan d'action étaient présents à cette réunion.
L'objectif, selon la communication de la primature, est de renforcer l'ancrage de la solidarité nationale à travers une approche sociale de proximité. Et en économie, Madagascar franchit un pas décisif vers plus de transparence dans la gestion de ses ressources naturelles. La Direction générale des impôts et l'IATI s'allient pour rendre publiques des données longtemps restées confidentielles. Détails sur les images de Yves Janel. Un protocole d'accord a été signé entre la Direction générale des impôts et IATI Madagascar. L'objectif étant de divulguer les informations liées à la propriété effective des entreprises minières et publier de façon régulière les paiements qu'elles versent à l'État. Une initiative qui vise à lutter contre la corruption et à renforcer la redevabilité. Ce protocole est une avancée majeure. Il permettra de mieux suivre les flux financiers et d'identifier les véritables bénéficiaires des ressources minières. Deux textes clés soutiennent cette démarche, la loi 2023-007 qui réforme le code minier et impose la déclaration des bénéficiaires effectifs et le décret de juillet 2024 qui fixe à 5% le seuil de participation pour identifier ces personnes. Une exigence conforme à la norme internationale IATA, explique Sergio Marc, directeur exécutif de l'IATA. Au-delà de l'identité des propriétaires, l'accord engage aussi à publier toutes les données financières, impôts, taxes, amendes. Ces informations devront être fiables et vérifiables, facilement accessibles au public, soutient le directeur général de l'impôt, Germain. À travers cette initiative, Madagascar affirme son engagement pour une gouvernance plus responsable dans le secteur extractif, un signal fort en faveur du développement durable. Et le DBM, agence en charge de la création d'entreprises et de la promotion de l'économie à Madagascar, renforce sa collaboration avec le secteur privé pour soutenir davantage l'entrepreneuriat, notamment celui de petites entreprises. Cette coopération vise à intégrer les petites et moyennes entreprises dans le secteur formel, tout en les accompagnant dans leur développement. Andniana Martina, Zaranjiansu. L'accord entre le DBM et la Maison de l'entrepreneuriat vise à former plus de 600 jeunes afin d'accélérer la concrétisation de leurs projets ou entreprises. Une attention particulière est portée aux jeunes femmes en début d'activité. Ce partenariat permettra aussi aux jeunes entrepreneurs émergents de bénéficier d'un accompagnement dans leur formalisation. L'objectif reste toujours le même, développer durablement le secteur de l'entrepreneuriat, exprime Josielle Rafid, directrice générale de l'EDBM. Le partenariat signé aujourd'hui entre le DBM et la MDE s'inscrit dans le cadre du projet E2V, financé à hauteur de 100 millions d'euros par l'Agence française de développement. Dans les actualités sociales, les ruelles qui constituaient un véritable cauchemar pour les habitants de Katfuktan de la commune d'Ivat ont été entièrement réhabilitées. Outre la réfection, l'éclairage public figure aussi parmi les priorités. Ainsi, le Fuktan d'Ilaïvoul a été équipé de lampadaires solaires. Ces réalisations sont le fruit d'une collaboration entre la commune, le député Irmar élu dans le district d'Amboujachim, et plusieurs partenaires. Fin de scène à Mirail, Yves Janel. Les axes les plus fréquentés, mais également les plus dégradés dans la commune d'Ivat, ont été entièrement refaits avant la saison des pluies. Depuis qu'il est revenu à la tête de la commune, le maire Penz Ranjanarsu a fait des infrastructures sa priorité. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, l'éclairage urbain a également été renforcé. Le Fuktan d'Ilaïvoul a bénéficié de lampadaires solaires. Ces équipements ont été remis conjointement par le député Johnny Rakoutoarsu et le maire de la commune d'Ivat, Penz Ranjanarsu, aujourd'hui. Le député du district Amboujachim affirme rester ouvert à la coopération avec toutes les entités, même issues des partis politiques différents, dans le seul but de développer le district d'Amboujachim. Côté sport, les pressions exercées par certains dirigeants de la fédération qui possèdent eux-mêmes des clubs participants
crée des tensions dans le cadre du championnat national de foot de Madagascar, connu sous le nom de World Cola PFL, ainsi que lors de la Coupe de Madagascar. C'est ce que dénonce l'association CFEM, organisatrice de la compétition PFL. L'un des incidents notables s'est produit lors de la demi-finale aller entre LGCO et Mama FC, ce qui a conduit à la décision de déplacer le match. Le championnat national de foot à Madagascar est de plus en plus marqué par des troubles et des contestations, que ce soit dans le cadre du championnat que de la coupe. En ce qui concerne le championnat PFL organisé par l'association CFEM, cette dernière affirme que des pressions sont exercées par des membres du comité exécutif de la fédération qui possèdent des clubs en lice dans cette compétition nationale, selon le président de la CFEM, Rakutormanana Ensu Di Tota. Pour garantir le bon déroulement de la compétition, notamment lors du match retour des demi-finales, la rencontre est déplacée vers un autre stade. La date limite de transmission des représentants de Madagascar à la CAF pour la Ligue des champions d'Afrique a été repoussée au 30 juillet, ce qui constitue une marge suffisante pour terminer la compétition nationale. La finale de la PFL se tiendra au stade Barea, mais d'ici là, les demi-finales retour auront lieu dès demain à 12h, Mama FC contre LGCO+, et à 14h30, CFFA contre COSFA, tous au stade Voetvoeren. Et l'école malgache de foot Dream Team s'apprête à participer à un tournoi international en Suède. Il s'agit de la Gothia Cup, une compétition qui se tiendra du 13 au 19 juillet prochain. 3 catégories d'âge seront représentées par cette équipe. Bien que créée il y a seulement 2 ans, l'école Dream Team s'est déjà distinguée par la qualité de sa formation dans ces tranches d'âge. Cette participation marque leur première sortie internationale à laquelle l'équipe se dit pleinement préparée. À l'international, juin 2025 a été le mois de juin le plus chaud que jamais enregistré en Europe de l'Ouest, alors que des températures extrêmes ont frappé le continent lors de 2 vagues de chaleur consécutives précoces. France 24. Il a fait chaud, très chaud le mois dernier, et ce n'est pas qu'une impression. En Europe de l'Ouest, juin 2025 a été le mois le plus chaud jamais enregistré selon Copernicus, le programme européen d'observation de la Terre. 2 vagues de chaleur ont été particulièrement marquées, avec un thermomètre qui a dépassé les 40 degrés dans plusieurs pays et un pic à 46 en Espagne et au Portugal. Les 2 vagues de chaleur ont commencé dans la péninsule ibérique et se sont ensuite étendues vers le nord-est de la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, mais aussi d'autres régions du sud. En fait, les 2 vagues de chaleur ont plus ou moins touché la même région. Il a fait chaud sur terre, mais aussi dans l'eau, surtout en Méditerranée. 27 degrés en moyenne en surface le 30 juin. La température de la mer dans la partie occidentale du bassin méditerranéen a continué à augmenter tout au long du mois de juin et parallèlement à cette vague de chaleur sur terre, nous avons également observé une vague de chaleur marine à l'ouest du bassin méditerranéen, ce qui a renforcé en particulier les températures nocturnes et conduit à de nombreuses nuits tropicales. Ces températures ont notamment causé des incendies au sud de l'Europe et provoqué des décès. 2300 personnes sont mortes à cause de la chaleur, selon une étude de scientifiques londoniens, dont 1500 directement en raison du réchauffement climatique. Juin 2025 a aussi été le mois le plus chaud dans plusieurs pays asiatiques. À l'échelle mondiale, il a été un peu moins chaud que les mois de juin 2023 et 2024, mais les 3 restent les mois de juin les plus chauds jamais enregistrés. Et les violents incendies qui frappent le sud de la France ont atteint un paroxysme hier. Les flammes poussées par le Mistral atteignant Marseille alors que des milliers d'hectares sont partis en fumée. France 24. Des maisons calcinées, encore fumantes en plein cœur de Marseille. Dans le quartier de l'Estac, dans le nord-ouest de la ville, le feu s'est rapidement propagé ce mardi. Au moins 700 hectares sont déjà partis en fumée. Et l'incendie occupe toujours les plus de 800 pompiers mobilisés, jour et nuit. Le feu n'est pas encore fixé. On espère que les conditions météorologiques
notamment avec le vent. La vitesse du vent permettra de fixer le feu au cours des prochaines heures. Mais il faut rester évidemment extrêmement prudent parce qu'un feu peut redémarrer. Il y a encore un certain nombre de foyers. À l'origine du départ de feu, l'incendie d'une voiture sur l'autoroute, au Pen-Mirabeau, une commune voisine de Marseille. Des flammes attisées par un vent violent, provoquant des sautes de feu et multipliant les foyers à éteindre pour les pompiers, rapidement débordés. Ici, ce sont des policiers qui tentent de sauver cette maison avec de simples seaux d'eau. Ces habitants, poussés à évacuer, sont abasourdis. Quand on était dehors, on a vu des oiseaux s'envoler en flammes. On a été obligés de partir parce que les flammes arrivaient dans le jardin et les pompiers sont arrivés 4 heures après, tout simplement. Et depuis, on est là et on n'arrive pas à savoir si notre maison est encore debout. Au total, 400 personnes ont été évacuées. Des gymnases ont été aménagés pour les accueillir. L'incendie a aussi perturbé le trafic. L'aéroport d'Aix-Marseille a été fermé dès la mi-journée ce mardi. Certains vols ont repris dans la soirée. Les trains vers le nord et l'ouest ont eux été annulés et leur circulation ne devrait pas reprendre avant ce mercredi. En dehors de Marseille, c'est tout le sud-est de la France qui est concerné par les incendies. Des milliers d'hectares sont aussi partis en fumée dans les départements de l'Aude, du Gard et de l'Hérault. Pour terminer, un nouveau rapport israélien dénonce des crimes sexuels avec un schéma génocidaire commis par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre 2023, ainsi que sur des personnes prises en otage ce jour-là à Gaza, et propose un cadre légal pour des poursuites. France 24. Les violences sexuelles utilisées comme une arme de guerre tactique et motivées par des intentions génocidaires sur les Israéliens le 7 octobre 2023, c'est ce que conclut le rapport d'INA. Les auteurs, un groupe indépendant de juristes israéliens, se basent sur d'autres rapports internationaux. Le but, rendre justice aux victimes. Nous portons un message universel. La violence sexuelle ne peut être utilisée comme arme de guerre. Ilana Gritsouski fait partie des victimes. Elle a été kidnappée dans le kibboutz de Nir Oz et retenue en otage pendant 55 jours à Gaza. Je me souviens que des mains qui ne m'appartenaient pas m'ont touchée. Je me rappelle avoir crié, puis avoir perdu connaissance. Lorsque je me suis réveillée, j'étais à moitié nue, entourée de terroristes. Ils me battaient, ils me touchaient. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mon corps pendant ces minutes, mais mon âme le savait déjà. Rien ne sera plus jamais pareil. Le rapport dénombre au moins 15 cas de violences sexuelles basés sur des témoignages, avec des attouchements, des menaces de mariage forcé, des viols en réunion, des mutilations génitales et des humiliations. Nous avons rassemblé des preuves qui démontrent que le Hamas a utilisé la violence sexuelle de manière systématique comme arme de guerre. Le rapport plaide pour que les violences sexuelles en temps de guerre soient traitées différemment des autres délits sexuels, car le Hamas a réduit la plupart de ses victimes au silence en les tuant. Pour les experts, une responsabilité collective devrait s'appliquer à tous ceux qui ont participé aux attaques, ce qui pourrait permettre de rendre justice aux victimes du 7 octobre et à d'autres dans les zones de guerre. Le Hamas nie toute violence sexuelle, mais outre ce rapport, en mars 2024, une représentante spéciale de l'ONU avait déjà conclu que de tels actes avaient été commis contre des Israéliens lors des attentats du 7 octobre 2023. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après la série Strike Back. Au revoir et rendez-vous demain pour plus d'actualités.